Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-échange. Libre-échange sur Radio Aviva et sur midi.fr. Bonsoir à tous. J'en profite pour présenter évidemment à tous nos auditeurs et nos internautes une bonne et heureuse année 2022. Et pour commencer cette année, eh bien nous recevons Patrick Morel. Alors Patrick Morel, vous êtes le secrétaire du Kiwanis Club qui s'occupe des maladies rares. Alors donc évidemment cette émission va être, vous l'avez compris, consacrée aux maladies rares. Alors tout de suite vous allez nous dire, Patrick, une maladie rare, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors bonjour à tous, moi aussi, je présente mes vœux effectivement. Alors une maladie rare, eh bien c'est une maladie qui touche une personne ou moins d'une personne sur 2000. Alors à titre d'exemple, par exemple justement, le diabète par exemple touche 100 personnes sur 2000, les maladies cardiovasculaires touchent 180 personnes sur 2000. Donc vous voyez la rareté de la maladie rare, donc sa définition c'est moins d'une personne sur 2000. Pourtant, on en a défini quand même 7000 identifiés, Absolument. Et certainement d'autres qui ne le sont pas. Probablement davantage, exactement. Voilà, exactement. Et alors, on sait que 80% d'entre elles sont d'origine génétique. On en parlera en fin d'émission. C'est là où la recherche intervient et qu'elle est très importante. Et que cette recherche, il faut évidemment la financer. On sait que 3 millions de malades, dont la moitié sont des enfants, sont touchés en France, et ça représente 65% de pronostic vital engagé, c'est dire un petit peu la dramatique du problème en quelque sorte. Quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que souvent c'est la mort au bout du chemin, du fait qu'il n'y ait pas de traitement. Alors, à ce propos, pour poursuivre un peu dans ce que vous venez de dire, en fait, un enfant sur 3 qui décède avant l'âge de 5 ans décède d'une maladie rare. Alors, 30% de la mortalité infantile, maladie rare. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les instituts de recherche, les centres de recherche, les laboratoires de recherche ne s'investissent pas plus dans ces maladies ? Est-ce que c'est une affaire de gros sous ? Alors, ça a été vrai, ce que vous dites là, ça a été vrai il y a une quinzaine d'années, effectivement. Du fait de la rareté des malades, évidemment, donc on pouvait prescrire très peu de médicaments ou très peu de processus thérapeutiques. Et donc, les grandes compagnies pharmaceutiques boudaient un peu ce domaine. Il y a des actions qui ont été prévues par divers États, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, des actions incitatrices en termes d'avantages fiscaux, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais qui ont permis aux grandes compagnies donc, de développer des stratégies thérapeutiques pour le traitement des maladies rares. Et aujourd'hui, en 2022, eh bien, il y a pratiquement toutes les grandes compagnies maintenant ont un domaine maladies rares. Alors évidemment, la contrepartie, malgré tout, de tout cela, c'est l'extrême cherté des stratégies des traitements. Il y a certains traitements, par exemple, ça représente 1 million d'euros pour un enfant. Pour traiter un enfant, 1 million d'euros, par exemple. Oui. Dans le cas de la myotrophie spinale infantile, je reparlerai peut-être de ça, mais... Bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les maladies rares, elles touchent tous les organes du corps humain. Absolument. Y compris la peau, d'ailleurs. Absolument. C'est un domaine éminemment vaste, mais est-ce qu'on peut dire que, par rapport à ce que vous venez de dire, que quand même les progrès sont plus conséquents aujourd'hui qu'hier en termes de traitement ? Oui, absolument. On sera amené à en reparler, mais aujourd'hui, un grand nombre de maladies rares maintenant sont abordées sous l'angle donc de thérapie génique, thérapie à ADN ou thérapie à ARN d'ailleurs, et avec des résultats intéressants, très prometteurs, et dans certains cas des résultats qui sont fantastiques. Très bien. Alors, on parlera un petit peu des plans nationaux qui ont été mis en place depuis quelques années en France. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre structure, à vous, votre association, le Kiwanis Club, qui, lui, récolte en quelque sorte des fonds pour soutenir la recherche. C'est ça, exactement ? Alors, c'est ça, et c'est pas tout à fait ça. Voilà. Le Kiwanis est un club service international qui a été créé aux États-Unis il y a une centaine d'années, dans la ville de Détroit. Et puis donc, il s'est répandu dans le monde.
pour arriver en France dans les années 70. À l'origine, aux États-Unis, c'était déjà pour soutenir les maladies rares ou... Non, justement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que je précise tout de même. Le Kiwanis, c'est un club service international à destination de l'enfance. Quand on dit l'enfance, c'est l'enfance donc malade, alors évidemment maladie rare, bon, mais l'enfance handicapée, l'enfance défavorisée, l'enfance maltraitée. Toutes nos actions, donc, les fonds que nous collectons, nous les destinons à des œuvres sociales à destination de l'enfance. Alors, parmi ces œuvres sociales, évidemment, il y a la lutte contre les maladies rares. Ça, c'est incontestable. Mais ça n'est pas que ça. Hein. Ce n'est qu'un pan. Ça n'est qu'un pan, exactement. D'accord. Voilà. On peut, par exemple, en France, au travers de vos cellules d'associations, des divers clubs, est-ce qu'on peut évaluer un petit peu les enveloppes que ça représente Oui, alors, voilà. Alors, c'est ça. Donc, je vais peut-être revenir très brièvement sur l'international. Donc, c'est parti des États-Unis, ça s'est répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 600 000 membres dans le monde. C'est énorme. Sur pratiquement 80 pays. Les pays asiatiques en particulier sont très actifs, les États-Unis aussi naturellement, mais bon, et l'Europe bien sûr. En France, donc, nous sommes à peu près 3800 membres aujourd'hui, répartis dans 235 clubs pour l'entièreté du territoire. Dont un à Montpellier. Deux clubs à Montpellier. Deux clubs du Kiwanis à Montpellier. Et pourquoi deux alors? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? Pourquoi pas? Ouais, d'accord. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, il y a des villes où il y a plusieurs clubs. À Nantes, par exemple, je crois qu'il y a 3 ou 4 clubs. Bon, si vous voulez, traditionnellement, il y avait des clubs masculins, puis après, il y a eu des clubs masculins, des clubs féminins, puis des clubs mixtes, masculins, féminins, etc. Voilà. Donc, fait que chaque club a un peu son identité, sa caractéristique, sa particularité. D'accord. Alors l'idée, c'est j'imagine, de vous réunir régulièrement et puis de définir des actions à entreprendre dans l'année pour récolter des fonds. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors il y a eu par exemple au mois de décembre, bon, c'était cette année un peu spéciale comme l'année dernière d'ailleurs, le salon du chocolat, mais je crois que l'an dernier il avait été annulé. Oui, il avait été annulé. Et la première édition était en 2019. Voilà. Donc la troisième a eu quand même lieu, même si vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu un peu moins de public. Moins que ce qu'on espérait, mais en fait on pense que c'est lié au fait de la Covid, en fait, hein, oui. qui un peu vient dramatiser toutes ces manifestations. Voilà, alors par exemple sur un salon du chocolat comme ça vous permet de récolter combien? Alors là, nous avons récolté 4 000 euros. 4 000 euros. Voilà. Net. D'accord. Ouais. Que vous allez donc redistribuer. Absolument. Ou que vous avez déjà redistribué. Non, on ne l'a pas encore distribué, mais comme nous l'avions dit, nous allons le faire. En fait, nous faisons les distributions de bénéfices en général à la fin de notre année kiwanienne, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre. D'accord. C'est là qu'en fait, après avoir collecté des fonds par toutes nos manifestations au cours de l'année, là, nous réunissons nos bénéficiaires et nous leur distribuons des chèques. D'accord. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire quand même, encore pour finir de préciser sur le Kiwanis, c'est que nous sommes tous bénévoles, entièrement bénévoles, et que donc, on a des contacts entre les clubs, on peut coopérer entre les clubs, et nous avons ce que nous appelons des divisions, qui sont des divisions régionales, en fait, qui regroupent un certain nombre de clubs au sein de cette même division, et donc nous avons des contacts les uns avec les autres, et parfois nous organisons des manifestations ensemble, ou même avec des clubs d'autres divisions, selon le besoin, selon la publicité qui a été donnée à l'action à développer, selon l'intérêt qui est perçu par les clubs pour cette action. Dans votre club à vous, par exemple à Montpellier, vous êtes combien de membres? Alors nous sommes une quinzaine, en fait, un peu plus de 15, mais bon, 15 membres vraiment actifs. En général, c'est à peu près le nombre de personnes qu'il y a par club, à peu près. Alors, les personnes qui participent à votre action, les membres de l'association, donc est-ce que ce sont des gens qui sont, dans leur famille, touchés par une maladie rare ou pas spécialement? C'est mixte? Non, pas pour ce qui concerne notre club, pas du tout. D'accord. Nous, vous savez, le club du Kiwanis réunissent des personnes qui ont 2 caractéristiques. D'abord, qui veulent nouer des contacts de grande convivialité avec les amis du club, avec les membres. Donc, grande convivialité. Nous avons 2 repas par mois ensemble, lors de nos réunions, puisque nous tenons 2 réunions par mois. Et puis d'autre part, donc, l'action caritative. Et enfin, j'ai dit 2, en fait, il y a 3 aspects, et un aspect, donc, plutôt un aspect un peu plus intellectuel, plus conférence.
disons, nous aimons organiser des conférences sur avec des sujets, spécialistes, avec des j'imagine. spécialistes, avec des auteurs de romans, avec des artistes, peintres, etc. ou autres. Nous aimons organiser des conférences qui permettent comme ça de voir aussi d'autres choses, en fait. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a cette partie fonds financiers que vous reversez à différentes structures, mais il y a aussi l'aide aux familles. Tout à fait. Voilà, par exemple, si un enfant est hospitalisé et souffrant d'une maladie rare ou autre, mais enfin plutôt d'une maladie rare, Oui, bien sûr. vous êtes là en soutien des familles. C'est ça. En fait, donc, comme vous l'avez dit, donc nous organisons, alors peut-être on y reviendra tout à l'heure, vous avez parlé du Salon du chocolat, donc nous organisons des manifestations, Salon du chocolat, concerts, pièces de théâtre, trophées de golf, etc., etc. Il y a d'autres, nous c'est ce que nous faisons à Montpellier, mais il y a d'autres actions faites par d'autres clubs de façon différente. Et donc ces fonds sont utilisés pour effectivement ces actions sociales. Alors, comme vous l'avez dit, il y a quelques cas où tous les clubs du Kiwani se mobilisent, ou presque tous les clubs se mobilisent, en fait, sur des cas particulièrement dramatiques. Et nous avons eu un cas comme ça, il y a quelques années. C'est une petite fille de 7 ans qui s'appelait Margot, qui était atteinte d'une diplégie spastique, qui a nécessité une opération. Malheureusement, cette opération n'est pas pratiquée encore correctement en France et en Europe, et donc elle est pratiquée vraiment par le docteur Park aux États-Unis, qui est vraiment le spécialiste du domaine reconnu depuis plus de 25 ans. Et donc nous avons financé le coût de cette opération qui était de l'ordre de 50 entre... Alors ces opérations, on en a financé plusieurs depuis, mais ça, je parle de la première, c'est entre 50 et 70 000 euros. Hein. C'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, à Saint-Louis. Donc il fallait financer le voyage. Il fallait financer le voyage, il fallait financer l'opération là-bas, il fallait financer... Il y a 2 opérations, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail des complications chirurgicales, mais il y a toujours 2 opérations, et puis une rééducation sur place avant de faire ensuite la rééducation en France. Donc c'est un séjour pratiquement 1 mois pour la famille. Oui, alors, et donc évidemment ça revient très cher. Pour que nos auditeurs comprennent bien, quand un enfant est hospitalisé dans ce cas spécifique, qu'il est obligé de partir à l'autre bout du monde pour se faire soigner. Ouais. Bon, un enfant tout enfant français est couvert par la sécurité sociale française, mais comment ça se passe dans ce cas précis? Il n'y a pas de couverture là, il n'y a pas de couverture. Même pas au niveau des soins. Alors peut-être après au niveau des rééducations éventuellement, mais au niveau de l'opération elle-même, non, il n'y a pas de... Donc il faut tout financer. Il faut tout financer. Hébergement et soins. Tout à fait. Et on sait que les soins aux États-Unis sont très chers. Eh oui, ça coûte très cher, effectivement. Voilà. Donc, dans ces cas-là, vous mobilisez tout le monde, j'imagine. Alors, on essaie de mobiliser un maximum de personnes, de clubs. Hein, on fait passer des annonces sur tous les clubs de France. Hein, et donc, comme ça, bon, il y a 100, 150, 200 clubs qui vont participer. Et donc, ça permet de récolter effectivement des sommes conséquentes. Voilà. Est-ce que vous avez des généreux donateurs, des gens? Alors, on a aussi non seulement les clubs et financement des clubs par leurs manifestations, la façon dont ils ont collecté les fonds, mais aussi par des personnes... Des mécènes. Des mécènes, exactement. Oui. Tout à fait. Donc ça existe aussi. Quoi. Tout à fait. N'importe qui peut donner, effectivement, pour les actions du kiwanisme. Et alors ça, il faut que je précise aussi, parce que peut-être les auditeurs peuvent se poser des questions. Donc nous avons, en France, une fondation qui s'appelle Fondation Kiwanis France Entraide. Cette fondation est placée sous le patronage de la Fondation de France. Donc vous voyez, ce n'est pas de l'argent qui va n'importe où. Ça va au niveau d'une fondation via la Fondation de France. Mm-hmm. Et donc c'est la Fondation Kiwanis France Entraide qui va signer les chèques pour les actions que nous avons reconnues utiles à soutenir. Tout est transparent. Tout est transparent, voilà. Exactement. L'argent va là où il doit aller. C'est ça. Et je précise que, encore une fois, le président de la Fondation Kiwanis France Entraide pour le Kiwanis, donc, est un bénévole. Hein. D'accord. Tout le monde est bénévole. Aucun salaire, tout le monde est bénévole. Très bien. On va parler un petit peu du développement national, je le disais au début de l'émission. Alors, depuis 2005, donc, il y a eu 3 plans nationaux qui ont été développés. 400 centres de référence maladies rares, 1800 centres de compétences pour un suivi global et 23 filières de santé maladies rares. Est-ce que ces chiffres sont exacts et où ça en est? Ils sont exacts. Ça fait 15 ans. Ça continue. Alors, là, il faut dire qu'avec les États-Unis, la France a été pionnier dans le développement de toutes les stratégies contre les maladies rares. Les chiffres que vous avez donnés sont je ne peux pas dire à une unité près, mais ils sont tout à fait... En tout cas, c'est sur le site du ministère de la Tout à fait.
Ils sont particulièrement bien. Et en fait, il y a maintenant, vous savez, on a déjà parlé un peu de génétique, on va en reparler. Donc il y a un plan qui a été lancé en 2019-2018 qui s'appelle France Médecine Génomique. C'est-à-dire qu'en fait, 2025, j'ai oublié d'ajouter 2025. 2025, C'est-à-dire effectivement. qu'en fait, on fait en sorte que d'ici 2025, on puisse financer, on puisse séquencer le génome des malades afin d'arriver au diagnostic. Parce qu'il y a une chose dont nous n'avons pas parlé. Il y a effectivement entre 7 et 8 000 maladies rares. L'immense majorité, comme vous l'avez dit, est d'origine génétique. Et vraisemblablement, il y a presque peut-être autant de maladies rares que de gènes dans le génome humain. Il veut dire de l'ordre de 20-25 000 à peu près. Peut-être. Pas forcément, mais peut-être. Oui, il faut rappeler qu'on les a pas toutes découvertes. Voilà, exactement. Et donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2022, entre 50 et 60% des personnes qui souffrent d'une maladie rare ne savent pas de quelle maladie ils souffrent. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la mutation, on ne connaît pas le gène, on sait pas. On a les symptômes, effectivement, on a tout un panel clinique de signes, mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Plus de 50%. Et donc, d'où l'intérêt de développer... Dont on ne connaît même pas le nom. On ne peut pas donner un nom à la maladie. Absolument. Et donc on pourrait éventuellement avoir des approches stratégiques, de stratégie thérapeutique, mais on ne peut pas, puisqu'on n'a pas le nom de la maladie. Et donc, d'où l'intérêt de développer les approches de génomique, c'est-à-dire au niveau de l'ADN lui-même, ou au niveau des ARN. Les ARN, je rappelle très brièvement le dogme ADN, ARN, protéines. Ce sont les ARN qui codent pour les protéines. Et dans l'immense majorité des cas, ces maladies rares, en fait, résultent de mutations dans l'ADN qui a été transmise. Cette mutation a été transmise dans l'ARN et l'ARN a transmis la mutation à la protéine. Et la protéine devient soit absente, soit inactive. Et la maladie se déclare. Fait que la protéine ne fait plus son job. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de développer en amont, très en amont, la génomique au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN. Alors, on en est où ces dernières années, justement, ce développement? Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Il y a des résultats concrets. Est-ce qu'il y a des maladies, par exemple, que vous pouvez nous citer, qu'on soigne aujourd'hui, qu'on ne soignait pas il y a 5 ans, 10 ans? Absolument. Alors, dites-nous. Il y en a plusieurs. Il y a la mucoviscidose, il y a la myotrophie spinale infantile, dont j'aime bien parler, parce que vraiment, les résultats sont fantastiques. Alors, la myotrophie spinale infantile, c'est une maladie qui touche les enfants dès la naissance. C'est une maladie des motoneurones. Lorsque vous décidez, par exemple, que vous allez lever le bras, vous lancez l'ordre, votre cerveau lance l'ordre. Cet ordre est propulsé par les neurones. Il arrive au niveau de la moelle épinière où il rencontre un motoneurone. Lui va répercuter l'ordre sur les muscles du bras. Et le bras va se lever. OK ? Oui. Voilà. Jusque-là, c'est facile. Bon, ça va rester d'ailleurs relativement facile. Et donc on voit que les motoneurones jouent un rôle très important puisque ce sont eux qui prennent le relais au niveau des muscles et qui commandent les muscles. La myotrophie spinale infantile, c'est une maladie génétique qui est due à une mutation dans un gène qui s'appelle SMN1 pour Spinal Muscular Atrophy en anglais. Hein. La langue des scientifiques, c'est l'anglais. Et donc, ce gène est muté, et donc ces motoneurones, la protéine qui est codée par ce gène est inactive, et a disparu complètement. Et donc, les motoneurones meurent, en fait. Cette protéine permet de maintenir la survie des motoneurones. Donc, le résultat, c'est que ces enfants n'ont plus de sensibilité au niveau de leurs muscles, et surtout, ils perdent leurs muscles. Ils ne sont plus sollicités, ils perdent leurs muscles. Ce sont, vous savez, ce qu'on appelle, de façon péjorative mais affectueuse, les bébés chiffons. Ils ne peuvent plus se tenir, ils ne peuvent plus tenir leur tête. Impensable pour eux d'avoir une position assise, encore plus impensable d'avoir une position debout. Ces enfants, en général, alors il y a plusieurs grades dans cette maladie, je ne vais pas rentrer en détail, ça serait trop compliqué là, à l'antenne, mais bien sûr. Dans le grade le plus grave, il compte pour 60% des cas tout de même, c'est vraiment important, et il faut savoir qu'il y a à peu près 180 bébés qui naissent comme ça en France chaque année. Donc, dans les cas les plus graves, en fait, ces enfants meurent avant l'âge de 2 ans par insuffisance respiratoire. Ils n'ont même plus la force avec leurs muscles thoraciques. Une sorte de maladie de Charcot qu'on pourrait définir un petit peu comme ça. Oui, mais c'est vraiment pire. C'est vraiment pire. C'est bien pire, en fait. Et ce sont des enfants. Voilà, ce sont des enfants. Alors, ça, c'est le tableau clinique, donc ça c'est désespérant. C'est horrible. On connaît ce gène, donc, SMN1. On connaît la séquence.
On a identifié la mutation. D'ailleurs, il faut dire que cette maladie a été vraiment développée à l'hôpital Necker à Paris. Enfin, elle a été découverte et vraiment décrite à l'hôpital Necker à Paris. Et donc on sait maintenant où est la mutation, on connaît la séquence du gène, donc on peut arriver à compléter, comment pourrais-je dire, à faire en sorte que ce gène SMN1 qui ne s'exprime pas chez ces enfants puisse de nouveau s'exprimer. D'accord. De rétablir en quelque sorte la chaîne, la continuité. Exactement, rétablir la continuité. Il y a deux approches, enfin il y a trois approches, mais deux approches génétiques en fait au niveau de l'ADN ou au niveau de l'ARN, et qui font que lorsque ces enfants sont traités dès la naissance, et alors ça j'insiste bien là-dessus, dès la naissance, c'est-à-dire qu'avant que les premiers symptômes se mettent en place, eh bien les études actuelles depuis 2019, 2020, 2021 montrent que ces enfants sont guéris, ces enfants marchent. Alors ce traitement... Ça, c'est vraiment tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau et c'est fantastique. Alors, mais évidemment, la contrepartie, c'est que ce traitement coûte extrêmement cher. C'est entre 500 000 euros et 1 million d'euros, en gros, autour de ça, pour traiter un enfant. Mais par contre, on peut le traiter en France. On peut le traiter. Alors ça peut se faire en France. Il y a une autorisation temporaire d'utilisation qui a été mise en place par le ministère de la Santé. Ces enfants peuvent être soignés. Mais il faut les soigner, j'insiste bien, il faut les soigner avant l'apparition des symptômes. Avant. Si on les soigne après, ça sera trop tard. On n'arrivera pas à rétablir les circuits normaux. D'accord. Mais à partir du moment où ils sont soignés et pris à temps, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont sauvés en quelque sorte ? Ils sont sauvés. Et est-ce que c'est un traitement à long terme ou à court terme ? Alors ça, on ne sait pas encore, mais vraisemblablement, selon la stratégie, que ce soit une stratégie ADN ou ARN, peut-être il faudra répéter le traitement. Mais le point, c'est que plus on fera de traitements et plus le coût va diminuer. Hein, c'est toujours pareil. Évidemment. C'est une loi de l'offre et du marché. Et forcément... On est capable de quantifier le nombre d'enfants touchés par cette maladie oui, en France, par exemple. Tout à fait, en France. Bon, je vous ai dit, c'est de l'ordre de 200 par an à peu près. Je crois que c'est 200, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de 200. Et donc, ces cas extrêmement critiques dont je parlais, là, c'est une soixantaine d'enfants par an à peu près. Alors, il y a des images terribles qu'on peut voir sur votre site et ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il y a les enfants touchés par ces problèmes neuromoteurs, mais de façon invisible, on va dire, c'est à l'intérieur du corps. Et puis, il y a les enfants qui sont touchés par des formes visibles, c'est-à-dire des déformations, des maladies de peau. Et là, alors, c'est un double problème, parce que non seulement ils sont malades, mais en plus, il y a l'aspect qui choque. Exact. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants pour les soulager, en quelque sorte ? Je comprends. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, je viens de citer le cas de l'amyotrophie spinale infantile, donc sachez que je parle là aux auditeurs, sachez que si votre enfant est atteint d'une amyotrophie spinale infantile, ou que vous suspectez qu'il y a une amyotrophie spinale infantile, il faut le déclarer très 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 vite à votre CHU, via les centres de compétences et de référence que vous avez cités, effectivement. Ça, on trouve tout ça sur votre site, j'imagine ? On trouve tout ça sur le site du CHU. Oui, tout à fait. D'accord. CHU, maladie rare, en fait, absolument. D'accord. Il faut déclarer le plus tôt possible. Et donc, il y a des traitements qui seront possibles. Vous avez cité les maladies de peau. Il y a une maladie qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle, là aussi, c'est encore une maladie génétique qui fait que la barrière entre le derme et l'épiderme ne devient plus étanche. Et donc, la lymphe remonte vers l'épiderme et provoque des boursouflures, des cloques qui explosent, qui est une source d'infection. Ça touche pratiquement 40% des enfants qui sont atteints de cette maladie vont décéder. Eh bien, maintenant, ce qu'on sait faire, en fait, là aussi, c'est une formidable stratégie, c'est qu'en fait, on sait cultiver des cellules de peau de ces enfants. Alors, la partie qui est saine, encore, en général, ça ne touche pas la totalité de la surface, mais il y a un cas qui est tout à fait emblématique d'un enfant allemand qui avait 80% de surface de son corps qui était atteinte. Les chercheurs ont récupéré quelques pourcents des cellules de peau saines, ils les ont fait se multiplier et ensuite ils les ont infectées avec un lentivirus qui est un porteur du gène normal qui va remplacer le gène qui est muté. Hein, et donc cette peau devient normale et donc elle est ensuite greffée sur le corps de l'enfant et ça c'est une formidable réussite. Donc ça, voilà encore vous voyez une autre possibilité de soigner une maladie
par thérapie génique. Même chose au niveau de maladies du sang, par exemple, maladies de l'hémoglobine, comme la drépanocytose ou la thalassémie. Même chose, on récupère les cellules souches du sang sanguine, on les transfecte avec un virus qui contient le gène qui code pour la protéine défectueuse, et on réinjecte ce sang à ces enfants, ou à ces personnes, ou à ces adultes, éventuellement d'ailleurs, dans certains cas, et les personnes guérissent. Voilà. Très bien, Patrick Donc, Morel. beaucoup d'espoir. C'est passionnant. Malheureusement, le temps passe très vite. Oui. On va déjà devoir conclure cette émission. Ouais. En tout cas, on va explorer un petit peu ce domaine particulièrement méconnu du grand public que sont les maladies rares. Alors, rapidement, quel est le programme cette année pour le club Kiwanis sur Montpellier? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous? Alors, sous réserve du coronavirus, évidemment. Naturellement. Mais est-ce qu'il y a des grands rendez-vous? Eh bien oui, nous avons rendez-vous déjà demain soir. Nous recevons, dans le cadre de nos réunions de division, donc régionales, en fait, nous recevons le gouverneur, le grand chef du France-Monaco, du Kiwanis France-Monaco, demain soir. Et puis le 22 janvier, nous aurons un conseil d'administration national qui se tiendra cette année à Montpellier, donc, qui est organisé aussi par notre club. Donc, il y a une centaine de personnes là, bon. Et puis donc, pour ce qui concerne donc les manifestations de notre club de Montpellier, donc nous allons avoir dans les mois qui viennent. Alors on ne sait pas exactement quand, parce que bon, il faut caler ça sur les salles de concert ou les salles de spectacle. Mais donc, on aura eu des soirées théâtrales, des soirées de concert, et puis on a chaque année depuis une vingtaine d'années un trophée de golf aussi. Qui nous permettent toutes ces manifestations nous permettent de lever des fonds pour nos actions. Alors nos actions, il y a les maladies rares, évidemment, ça il faut en parler, bon, c'est vraiment l'action, mais nous n'avons pas que ça, nous avons aussi une action qui est par exemple, que j'aime beaucoup, qui est sur les pupilles de l'État. Nous offrons une bourse à ces pupilles, qui sont de jeunes étudiants. Très bien. Nous soutenons aussi la maison des parents du CHU de Montpellier, la Pasquière, notamment, entre autres. Patrick Morel, merci de nous avoir communiqué toutes ces informations. Évidemment, on peut retrouver toute l'actualité sur votre site, notre site web, ouais. Du Kiwanis Club. Voilà, c'était Libre Échange, une émission proposée par Aviva en partenariat avec midilib.fr. Bonne soirée à tous, à bientôt. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-échange.